notre troisième présentation, nous accueillons Mohamed Imoussaïne qui va nous présenter les tribunaux du futur. C'est un titre qui a du mordant. Mohamed Imoussaïne est économiste de formation spécialisé en économie de l'innovation. Ses intérêts pour les enjeux de justice sociale l'ont amené à étudier la criminologie. Il est aujourd'hui doctorant en justice sociale et en intelligence artificielle à l'Institut national de la recherche scientifique. Alors, place à sa présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci à Bistro Brain d'avoir organisé cet événement qui, je pense, est dans l'intérêt de toutes et de tous. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais juste rendre hommage au mouvement social qui se passe en France, rendre hommage aux grévistes et aux manifestantes, aux manifestants. Et ma présentation d'aujourd'hui est malheureusement beaucoup d'actualité puisque ces personnes se battent pour la justice sociale et l'IA y contribue. Alors, à la fin de ma présentation, j'aimerais que vous ressortiez avec 4 choses. La première, c'est qu'une intelligence artificielle n'est pas intelligente. La deuxième, c'est qu'elle reproduit en fait des biais humains et des stéréotypes. Ensuite, qu'elle contribue au renforcement des inégalités sociales. Et enfin, c'est ce sur quoi je m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle contribue aussi au contrôle des populations. Pour illustrer un peu ma présentation, je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle de Latonia Myers, qui est afro-américaine, qui vit à Philadelphie, et qui, à l'âge de 12 ans, en fait, elle s'est retrouvée dans une situation très délicate. Sa mère se faisait battre par son beau-père, et elle est intervenue, et elle a frappé son beau-père. Son beau-père a appelé la police, et la police est arrivée. À l'âge de 12 ans, elle s'est fait embarquer, amenée en détention provisoire. Et à l'âge de 12 ans, elle a passé 3 jours dans sa cellule. Suite à quoi, son avocate est venue et lui a dit que soit elle plaide coupable et qu'elle rentre aujourd'hui, soit elle plaide pas coupable et qu'elle attend encore en détention provisoire. Donc évidemment, elle a plaidé coupable. Et à l'âge de 12 ans, elle avait un casier judiciaire qui l'a suivi toute sa vie. Et on sait très bien que quand on a un casier judiciaire, malheureusement, c'est très difficile de trouver un emploi, c'est très difficile d'avoir un logement, etc. Et autour de sa vingtaine, tout allait bien dans sa vie. Elle avait un emploi depuis 4 ans, elle habitait dans le même endroit depuis plus de 4 ans, etc. Son avocate l'appelle et lui dit que dorénavant, elle doit aller voir son agente de probation une fois par semaine. Alors, un agent de probation, c'est une personne qui travaille avec le système de justice pour vérifier si les personnes qui ont commis un crime sont à même de recommettre un crime, de voir si vraiment les personnes ont réussi à se retrouver une vie assez stable. Et donc, elle ne lui comprend pas, elle lui dit « mais c'est pas possible, ça fait 4 ans que je vis une vie stable, etc. » Et en fait, elle lui annonce que un des juges de Philadelphie a reçu un rapport d'une intelligence artificielle disant que Latonia Myers était à haut risque de récidive, donc à haut risque de recommettre un crime. Et donc, ces histoires-là, malheureusement, se multiplient aux États-Unis et visent de plus en plus, et surtout, en fait, les populations afro-américaines. Et donc, on est face à une situation où on a un contrôle social, un contrôle économique et un contrôle démographique. Parce qu'il faut savoir que 40% des détenus aux États-Unis sont noirs. Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas du tout ingénieur, mais en gros, pour comprendre ma présentation, faut juste comprendre qu'une intelligence artificielle, c'est comme une tarte aux pommes. Il vous faut des pommes, de la farine, etc. Et pour l'intelligence artificielle, les ingrédients, c'est les données. Et la recette, c'est le développeur qui l'a produit et qui l'applique. Donc, alors, sur le principe d'intelligence artificielle, premièrement, l'intelligence même humaine est très difficile à définir. On a autant de définitions qu'on a d'êtres humains sur cette planète. Mais en plus, donc, sur un algorithme, c'est encore plus compliqué. Alors, pourquoi intelligence et que c'est important, en fait, la sémantique, c'est parce que c'est un argument d'autorité. Et on va le voir après, cet argument peut facilement être démonté et une intelligence artificielle peut être très conne des fois. Alors, premier exemple, par exemple, c'est sur la reconnaissance faciale, qui est un outil qui est utilisé dans de nombreux domaines, donc la sécurité ou dans les aéroports, etc. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que ces reconnaissances faciales ne sont pas homogènes dans l'efficacité.
Donc, par exemple, nos intelligences artificielles en Occident, elles reconnaissent très mal les personnes et différencient très mal les personnes noires et les personnes asiatiques. Donc, un exemple très concret, c'est celui de Londres, qui par ailleurs est la ville la plus surveillée au monde après les villes chinoises. Londres intègre dans ses caméras de surveillance une intelligence artificielle à reconnaissance faciale. Donc, la police est dans la rue, dans des camions, et dès qu'une intelligence artificielle dit que, elle notifie une personne qui est recherchée par la police, elle envoie une notification à la police, et la police sort du van et va arrêter la personne. Sauf que, premièrement, ces intelligences artificielles visent principalement les personnes noires. Et deuxièmement, à plus de 98% des cas, quand l'intelligence artificielle dit que cette personne est recherchée par la police, elle ne l'est pas. Et donc, on a des situations où les policiers vont arrêter les personnes, des jeunes, des vieux, de manière assez traumatisante parfois, juste parce qu'on a cet argument d'autorité qui dit que l'intelligence artificielle connaît mieux le métier que la propre police. Alors, donc, dans le domaine de la justice, l'IA est vraiment utilisée dans plusieurs structures. La première, donc, comme on a parlé, la police. La deuxième, les avocates et les avocats utilisent aussi l'intelligence artificielle pour gérer leurs données, pour trier toute la masse d'informations qu'ils ont. Et ce sur quoi je me concentre, moi, c'est dans les tribunaux. Alors, dans les tribunaux, il y a un processus qu'il faut connaître, c'est celui en fait de l'évaluation de risque de récidive. Alors, c'est quoi ? On a un ou une psychologue qui vient dans le tribunal et qui évalue si la personne qui est condamnée, est-ce qu'elle va récidiver, est-ce qu'elle va recommettre un crime si on la laisse sortir. Et donc, les psychologues ont des outils très précis, universitaires et très scientifiques pour faire ce travail. Ce qu'on remarque, c'est que, notamment aux États-Unis, on a des entreprises privées qui ont commencé à développer des algorithmes intelligents pour évaluer, pour faire le travail du psychologue, en fait. Et donc, pour dire si telle ou telle personne est au risque de récidive. Alors, comme on l'a vu avant avec la reconnaissance faciale, là aussi, on a énormément de problèmes concernant le fait de stigmatiser les personnes noires aux États-Unis. Et donc, on va voir pourquoi. Alors, la première, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la tarte aux pommes. Eh bien, si on a des pommes pourries, on aura une tarte aux pommes pourrie. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Si on a des données pourries et biaisées, on aura un algorithme biaisé, une intelligence artificielle biaisée. Alors, qu'est-ce que des données biaisées ? Très concrètement, par exemple, on a le fait que les personnes noires, comme on a vu avec l'algorithme précédent, vont être stigmatisées parce que l'algorithme va prendre dans ses variables le fait que la personne est née ou vit dans un quartier pauvre ou pas. Et sous-entendu que plus le quartier est pauvre, plus la personne a de chances de récidiver, de commettre un crime. Et comme la couleur de peau est associée au casier judiciaire, et que l'algorithme sait que 40% des détenus sont des personnes noires, l'algorithme va systématiquement augmenter le risque de récidive pour les personnes noires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des données biaisées. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a très peu de contrôle et de régulation concernant ces entreprises-là. Elles jouissent donc du privilège du secret industriel. Donc la fameuse recette de cuisine pour faire une intelligence artificielle, on ne l'a pas. La méthodologie est très opaque et les quelques informations qu'on a, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a quelques informations sur quelles variables ils prennent. Donc il y a un très gros rôle à jouer, c'est dans le droit. Ensuite, c'est sur la diversité des équipes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui ont été montrées que en fait, les équipes d'ingénieurs qui produisent ces algorithmes-là sont très majoritairement donc, des hommes blancs de classe moyenne, voire bourgeoise, qui fait qu'il y a beaucoup de biais qui s'installent et qui n'en sont même pas conscients. Il y a une recherche qui a été menée en 2015 pour montrer justement que les équipes, au contraire, qui étaient très diversifiées en genre et en culture, que non seulement la productivité a augmenté, mais en plus la qualité des données s'est largement améliorée. Et enfin, je terminerai par ça. Alors, je dirais, une dernière raison, c'est la raison, je dirais, presque ontologique, la nature ontologique de notre société, c'est-à-dire au plus profond de soi, notre société, en fait, qui est très technocrate, est basée sur un capitalisme qui permet à ces entreprises-là, en fait, d'accéder et de s'immiscer dans nos institutions qui sont censées nous protéger. Elle leur permet de faire de l'argent sur la misère des gens. Et alors qu'aucun débat démocratique n'a été posé, ça fait en moins de 10 ans, on a été inondé d'intelligence artificielle partout dans nos sphères de notre société.
Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi en fait l'avenir de nos vies est entre les mains de quelques technocrates, pourquoi en fait ces personnes-là designent nos vies. Et parce que c'est pas parce que quelque chose est possible techniquement de le faire qu'il faut le faire. Il faut se poser en fait la question de l'utilité sociale et est-ce que ça heurte des communautés. Et donc il faut que les ingénieurs et les développeurs se posent cette question. Et s'ils ne se la posent pas, eh ben, on va les forcer à le faire. Merci pour cette... Juste une petite question. Tu as parlé du secret industriel. J'aimerais juste que tu élabores sur ce concept-là. En fait, tout simplement, une entreprise, pour éviter, par exemple, l'espionnage industriel, donc une autre entreprise vienne piquer l'idée d'une autre ou la méthode de production d'une autre, eh ben, en fait, elles ne sont pas forcées à dévoiler comment elles ont construit tel ou tel outil. Donc, il n'y a rien qui les force à dévoiler de comment ça se fait que tel outil d'intelligence artificielle stigmatise autant certaines communautés. Ça, c'est ici au Canada ou est-ce qu'il y a des législations dans certains pays qui sont plus exemplaires que d'autres? Alors, l'Union européenne est la partie du monde la plus avancée en termes de régulation de l'intelligence artificielle. Ça reste, on a l'IA Act, je crois que ça s'appelle, mais ça reste très critiquable et critiqué. Mais c'est sûr que c'est là où on a la plus forte en fait, régulation. Mais malgré ça, on voit que tu as des États comme l'Angleterre ou comme la France qui utilisent les intelligences artificielles pour contrôler leur population. Donc on imagine bien comment aux États-Unis et au Canada, qui est un peu le Far West à ce niveau-là, c'est utilisé. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était vraiment super. J'ai bien aimé ton constat de genre pourquoi les gens font ça. Et en fait, quand tu poses les limites de l'intelligence artificielle aux gens qui la font, en général, ils te disent bon, on va en faire plus pour compenser nos biais. Ouais. Ce qui est quand même fou. Est-ce que tu as deux solutions à nous exposer comme ça rapidement qui seraient justement pour contrer cette fuite vers l'avant? La première, c'est clairement la régulation. Il y a beaucoup en fait d'éthique washing, je dirais, où les entreprises disent non, mais on va faire des chartes éthiques, il n'y aura pas de souci, on va faire attention, etc., pour éviter le droit. Le droit est important. Par contre, il faut faire attention avec le droit. C'est-à-dire que des fois, on peut empirer la chose. Par exemple, il y a une proposition de loi au Canada entourant l'IA. Il y a une critique des universitaires qui a été faite qui dit que les gens qui ont construit cette loi, ce sont des politiciens, des juristes. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun contact avec les communautés, il n'y a eu aucun contact donc, démocratique avec la population et avec les chercheurs. Donc la première solution, c'est le droit, mais c'est le droit ensemble. Et la deuxième, c'est vraiment en fait, de faire pause et de prendre du recul en fait, et de se demander à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'il y a des utilisations de l'IA, comme ta présentation précédemment, qui sont géniales. Ce n'est pas la question de dire qu'on est pour ou contre l'IA, ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est juste de dire pourquoi en fait on va vers là et quelle est l'utilité sociale. Et il faut se poser cette question-là. Et le problème, c'est que ces questions ne sont pas posées et on nous impose en fait directement la technologie, comme si ça allait de soi. Et puis, il y a une notion d'échelle de vitesse, c'est-à-dire que Ouais. le droit, ça prend du temps. Exact. Et l'IA, ça prend 3 secondes. Là, tous les jours, il y a des nouvelles choses qui viennent changer nos vies. Exact. Donc toi, par rapport à la lettre qui a été signée il y a quelques semaines là, de certains des grands acteurs de l'IA qui veulent faire vraiment une pause, toi, tu serais plutôt quelque chose... Ouais, complètement. En fait, c'est pas juste une pause, on attend son épouse. Enfin, c'est vraiment l'idée de... On souffle un petit coup, on prend du recul et on commence à regarder les conséquences déjà réelles. C'est-à-dire que là, j'ai appelé ça les tribunaux du futur, mais en soi, ça existe déjà. C'est pas, et donc, de voir les conséquences de ça. Il y a des gens, des humains qui souffrent de ça. Donc, à un moment donné, il faut prendre du recul et que les petits points sur Excel ou les graphiques qu'on a, ce sont des êtres humains avec des vies qu'on est en train de toucher. Donc, ouais, c'est ça. Merci. Merci à toi. Salut, merci Hello. beaucoup pour la présentation. En fait, j'avais presque la même question, donc il m'a devancé, mais j'ai fait tout un chemin là pour venir jusque-là. Tu dois la Je vais quand même reposer. Mais c'était juste pour savoir, est-ce que selon toi, ça reprend exactement le même point, selon toi, est-ce qu'il faut freiner l'intelligence artificielle ou plutôt la modifier de manière à ce que justement on réduise tous ces biais
Déjà, je pense qu'il y a une question de consentement. Par exemple, le fait, au Canada, ça existe déjà. Donc, dans les tribunaux, on utilise des outils qui s'appellent des outils actuariels. Donc, ce ne sont pas des intelligences artificielles, mais ce sont aussi des algorithmes. Et en fait, les personnes autochtones, l'outil marche moins bien pour les personnes autochtones. Donc, les personnes autochtones ont le droit de dire non, je ne veux pas être évalué par cet outil-là. Donc, je pense que c'est hyper important que les personnes qui sont détenues ou face à un juge aient le droit en fait de consentement, en fait, de dire non, je ne veux pas être évalué par une machine. Et ce droit-là doit être respecté. Ralentir, oui, ça c'est clair, comme je l'ai dit précédemment, absolument, se poser les bonnes questions, et puis surtout en fait un débat démocratique autour de la question. C'est-à-dire que c'est pas normal. J'ai vu une stat la dernière fois, il y a seulement 3 Français, désolé, je suis français, mais il y a seulement 3 Français sur 10 en fait qui savent ce que c'est une intelligence artificielle. Donc, alors que je pense que 9 Français sur 10 on l'utilise tous les jours quotidiennement, à travers les réseaux sociaux, à travers absolument tout. Donc, je pense qu'il y a une nécessité aussi d'éducation de ce que c'est, puis de mieux et des événements comme celui-ci. Je trouve que c'est hyper important parce que c'est un débat. Les citoyens, on doit se sentir concernés. L'intelligence artificielle, ça ne concerne pas que seulement quelques riches technocrates ou juste quelques scientifiques, quoi. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, merci pour ta présentation. J'avais juste une petite question. Ça a été mentionné un peu précédemment que le droit, c'est quelque chose qui prend du temps à modifier. Les processus de législation sont super longs. Donc, comment est-ce que tu penses, est-ce que tu as des idées ou des pistes de solutions sur comment est-ce qu'on pourrait faciliter ou accélérer le processus, puisqu'il y a comme un gros gap là, entre la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle se développe et celle à laquelle le droit catch-up avec tout ça en ce moment là? Ben, je pense que déjà, je ne suis pas du tout juriste, hein, je n'ai pas du tout de connaissances juridiques, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle le moratoire. Donc, en gros, c'est une imposition très directe. On interdit, par exemple, l'application de ces outils-là dans les tribunaux. Tout simplement, une interdiction jusqu'à ce qu'on puisse faire avancer le droit, jusqu'à qu'on puisse cadrer en fait l'utilisation. C'est-à-dire que l'IA, c'est super, mais ça doit rester un outil d'aide à la décision, et ça ne doit pas être une décision qui doit être prise par l'IA. Et le problème, c'est qu'on peut dire que oui, mais ça reste de l'aide à la décision, puisque les juges, c'est eux qui ont le mot final. Le problème, c'est que parce qu'il y a un peu un argument d'autorité de croire que, puisque c'est un robot, donc c'est sans biais, puis c'est intelligent, etc., ça influence en fait directement la décision du juge. Donc l'idée, c'est vraiment, je pense, un premier temps, c'est de faire un moratoire, de stopper absolument toute utilisation de l'intelligence artificielle dans les tribunaux, et ensuite de faire avancer le droit autour en attendant. Super, merci beaucoup. Merci à toi.